Salut, bienvenue sur Mediapart. Le Niger, le Burkina Faso, le Mali, à tort ou à raison, ces trois pays ont pu être considérés comme, je cite, le précaré de la France en Afrique. Mais aujourd'hui, après une série de coups d'État, ils s'en détournent et remettent en cause la présence française, notamment militaire. Ces derniers jours, d'ailleurs, il y a eu une polémique sur les visas accordés par la France aux artistes et aux étudiants de ces trois pays qui est venue tendre encore plus les relations. Alors pourquoi la France est-elle aussi puissamment rejetée au Sahel? Quel avenir pour ces trois pays du Sahel? C'est à l'air libre, l'émission d'actualité de Mediapart. Et avec moi aujourd'hui Rémi Carayol, salut. Salut. Tu es journaliste, tu couvres régulièrement pour Mediapart cette zone du Sahel. Maya Kandel, bonjour. Bonjour. Vous êtes chercheuse, historienne, spécialiste de relations internationales et chroniqueuse pour Mediapart. Boubacar Sangaré, bonjour. Bonjour. Vous êtes burkinabé, chercheur et réalisateur de documentaires. Votre dernier documentaire s'appelle Hors de vie. Il est produit par les films de la Caravane. Il était présent au dernier festival du film de Berlin. Félicitations. À tous les trois, un mot peut-être, un adjectif ou une image pour décrire ce qui se joue en ce moment par rapport à la France dans les sociétés sahéliennes. C'est quoi? C'est le refus? Le rejet, moi je dirais. Le rejet d'une politique qui est très ancienne et qu'il faudrait renouveler, mais que les autorités françaises ont bien du mal à renouveler. Boubacar, vous utiliseriez quel mot? Moi, je dirais rejet d'une politique, mais reconsidération de la relation. Quelque chose qu'il faut changer aussi. De la même Exactement. façon que quelque Rémi, chose de dépassé et quelque chose qui n'a plus sa place. Maya? Oui, un peu dans la continuité, une mise à jour qui est pas faite à Paris. Ouais, qui apparemment n'arrive pas vraiment à se faire, puisque Rémi, tu racontes beaucoup comment la France n'a cessé d'être surpris par une succession de coups d'État qui ont eu lieu ces dernières années dans la zone, y compris très récemment. D'abord, j'ai dit au début, c'est important de revenir sur cette expression au début de cette émission, ça a longtemps été considéré comme, je cite, je le mets entre guillemets, le précaré de la France. C'est pas évidemment une formule qu'on reprend finalement à notre compte, mais c'est souvent comme ça que c'est dit. Rémi, pourquoi ces pays ont pu être considérés à un moment comme le précaré de la France? Qu'est-ce que ça veut dire d'ailleurs? Bon, d'abord, c'est trois anciennes colonies de la France, avec lesquelles, comme avec la plupart des anciennes colonies, la France n'a pas complètement rompu au moment des indépendances, puisqu'elle a essayé de garder la main quelque part sur l'évolution de ces pays, malgré le fait qu'ils soient devenus indépendants. Le Niger, particulièrement, ça a été pendant les premières années, dans les années 60, le Niger, un des pays phares de ce que l'on a appelé à l'époque la France-Afrique, ou le précaré, entre guillemets. Et donc, ce sont trois pays qui ces 10 dernières années ont joué aussi un rôle majeur dans la politique africaine de la France, puisque c'est là qu'intervenaient principalement les soldats de l'opération Serval d'abord en 2013, puis Barkhane à partir de 2014. Contre les groupes djihadistes. Contre les groupes djihadistes. Et donc, vraiment la guerre entre guillemets, anti-terroriste de la France au Sahel s'est joué dans ces trois pays, bien plus qu'en Mauritanie et au Tchad, où là, les opérations étaient bien moins importantes. Précaré, Maya, ça sonne, ça résonne comme une diplomatie un peu d'un ancien temps, considérer que des pays pourtant indépendants appartiennent à un précaré français. Ah bah oui, complètement. Enfin, moi, c'est plutôt un sujet que j'ai abordé par la coopération franco-américaine, mais clairement, si on regarde la manière dont Washington a travaillé avec la France jusqu'à récemment dans cette zone, c'est sans doute parce que les Américains voyaient ça aussi, en fait, d'une certaine manière, et considéraient en tout cas que la France avait une connaissance, au moins, de ces pays, pouvait y intervenir plus facilement qu'eux-mêmes, en tout cas. Il y a une sorte de répartition des tâches, comme Exactement. ça, d'une certaine façon. Rémi, très rapidement, pour ceux qui nous regardent, pour qu'ils comprennent bien de quoi on parle de trois pays, donc Niger, Burkina Faso, Mali, qui ont subi des changements politiques majeurs récemment. Est-ce que tu peux nous dresser un portrait très rapide de ce qui s'est passé depuis 2 ans? Ouais, depuis 3 ans, puisque le premier coup d'État, c'est au Mali, en août 2020. Donc le président Ibrahim Boubacar Keïta est renversé par une partie de l'armée, sachant qu'il était déjà très fragile. Il y avait toute une vague de contestation dans la rue pour différentes raisons. Les gens n'en pouvaient plus, en fait, de ce régime-là. Ce premier coup d'État, en fait, va complètement modifier la donne dans la région, mais aussi pour la France,
puisque au début, la France, finalement, s'en accommode assez bien, mais il y a un deuxième coup d'État qui intervient quelques mois plus tard, en mai 2021, et là, le Mali décide de changer de partenariat et de se tourner plutôt vers la Russie et de rompre avec la France, sachant que la France avait déjà envisagé de quitter le pays. Et ensuite, dans la foulée, on va avoir d'autres coups d'État. Alors, il y a la Guinée, qui n'est pas concernée par l'opération militaire, mais le coup d'État intervient en septembre 2021. Puis ensuite, il y a le Burkina Faso, où là, on a un premier coup d'État en janvier 2022 de l'armée contre le président Roch-Marc Christian Kaboré. Comme au Mali, deuxième coup d'État quelques mois plus tard, en septembre 2022, de l'armée contre la junte qui était au pouvoir. Et donc, en juillet dernier, fin juillet de cette année, coup d'État, encore une fois, d'une partie de l'armée contre le président Mohamed Bazoum, qui était le dernier allié, en quelque sorte, dans ces trois pays. Le dernier allié de la France dans la lutte anti-terroriste, encore une fois, entre guillemets, parce que le Mali et le Burkina Faso, après les coups d'État, avaient rompu, et militairement, et aussi diplomatiquement, avec la France. Et depuis des mois, donc, la présence française est très contestée. Des manifestations réclamant le départ de l'armée française et aussi des diplomates français sont fréquentes. On a pris quelques exemples. Ici, par exemple, au début de l'année, au Burkina Faso. Nous sommes le Burkina Faso, c'est un pays indépendant. Le Burkina Faso, c'est un pays souverain. Ou bien depuis le coup d'État au Niger dont tu as parlé, Rémi, cet été. Là, c'était au début du mois de septembre, il y a quelques jours, à Niamey et Noualam, dans le sud-ouest du pays. La résistance a continué. Aujourd'hui, vous êtes témoins. Elle continue. Elle va continuer demain. Elle continuera après-demain. Elle continuera toujours jusqu'à ce que ces crétins la quittent. Boubacar, on a vu des images de votre pays, le Burkina Faso. Qu'est-ce qui est au cœur de cette colère ? Disons que, il y a une colère. Mais après, je pense qu'il y a moyen, ou du moins, ce qu'il faut faire, c'est de voir les choses autrement, en fait. Quand on regarde dans la manifestation, exactement, il y a une pancarte dans un millier de personnes, il y a une pancarte, et c'est la pancarte qui est visée. Donc, ouais, on est tous d'accord qu'il y a une demande de redéfinition de la politique française, mais en même temps, cette demande, je pense qu'elle est aussi traitée sous différents angles, qu'il faut aussi voir la subtilité. Pourquoi une demande de redéfinition de la politique ? Ça part pas que du Burkina, ça part aussi de tout ce qui s'est passé au Mali et de ce qui s'est passé pendant 10 ans au Mali, où la présence française qui était censée aider à la lutte contre le terrorisme n'a pas abouti à un véritable résultat escompté. Et ce terrorisme s'est étendu sur le Burkina Faso, et la France a toujours cette proposition d'aider à lutter contre, comme au Mali. Et ayant vu ce qui s'est passé au Mali, donc il y a clairement quelque chose de pas très net. Ça, c'est les aspects les plus immédiats. Mais on peut aussi rechercher dans cette contestation plusieurs autres aspects, au fait. Alors, la France, les États-Unis, de façon générale, les Occidentaux, la proposition, c'est de lutter, en tout cas, c'est d'accompagner à l'acquisition d'une véritable démocratie. Mais sauf qu'on s'aperçoit que cette démocratie dont ils font le prétexte de cette présence sur les territoires n'est pas véritablement défendue comme il le faut. Exemple, ce qui s'est passé en Libye, ce qui s'est passé en Irak. Donc, tous ces pays ont vu ce qui s'est passé dans ces environs-là. Donc, on se dit, OK, c'est pas du tout ça. Et nous, on est en train de mourir. Non, on n'a pas besoin de ça. Le sentiment d'une forme d'hypocrisie, quoi. D'hypocrisie, exactement. Ouais. Rémi, Maya, c'est de ça dont s'est fait cette contestation. On rappelle quand même que les ambassadeurs français ont été expulsés au Burkina Faso et au Mali. Ces jours-ci, l'attaché militaire français a été expulsé du Burkina Faso, et l'ambassadeur français au Niger, il est reclus dans sa résidence. Emmanuel Macron dit même qu'il est en otage dans la résidence. Je pense qu'il faut faire la part des choses entre les décisions qui sont prises par les pouvoirs, les juntes de ces pays, qui sont des décisions qui ont aussi pour objectif
de gagner en popularité vis-à-vis des populations, et les gens qui ont pris le pouvoir, les militaires, ne sont pas forcément des gens qui étaient, avant de prendre le pouvoir, en opposition avec la présence militaire française. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est un argument politique de dire les Français doivent partir. Très clairement, et ça, ils l'ont bien compris. Ils l'ont bien compris, puisqu'ils jouent là-dessus. Et c'est un moyen de gagner en popularité, aussi de faire sortir les gens dans la rue, parce que ces jeunes, lorsqu'elles arrivent au pouvoir, il faut savoir que face à la pression de la communauté internationale, qui n'accepte plus des coups d'État depuis de nombreuses années, elles peuvent aujourd'hui mettre en avant le fait qu'elles sont soutenues. Alors, le problème, c'est qu'on ne sait jamais par combien, ce que représentent les manifestations de la capitale par rapport à ce que pensent l'ensemble des habitants de ces pays. Il n'empêche que les images sont fortes. On voit des gens qui descendent dans la rue pour soutenir la junte, pour réclamer le départ de la France. Pour ce qui est de la colère des populations, ou en tout cas de ceux qui manifestent, effectivement, il y a la question de l'échec de l'opération Barkhane, mais qui a été finalement, à mon sens, la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Et il y a tout un tas d'autres raisons qui sont historiques, notamment, qui expliquent le fait qu'aujourd'hui, il y a une vraie demande, finalement, de rupture avec l'ancienne puissance coloniale. Finalement, la fin de la France-Afrique, d'une certaine façon, pour le résumer à très gros traits. Disons qu'un certain nombre espèrent la fin de la France-Afrique. Et pour reprendre le terme d'un livre qui est sorti il y a 2 ans, je ne suis pas sûr que l'Empire souhaite se laisser faire et accepte de mourir comme ça. Maya. Oui, non, je voulais juste revenir sur l'aspect lutte antiterroriste, parce que c'est vrai que c'est quand même un gros volet de la présence française et américaine aussi au Sahel. Et le fait est que 10 ans de lutte antiterroriste ont produit plutôt moins de sécurité et moins de démocratie. En fait, il y a plus de terrorisme, mais il y a moins de démocratie. Donc, il y a quand même là un vrai sujet, surtout quand on voit les sommes qui ont été englouties. Alors, c'est pas le seul endroit où on a un gros échec de la lutte antiterroriste. L'Afghanistan vient à l'esprit aussi. D'ailleurs, les États-Unis comparent beaucoup leur expérience en Afghanistan à ce qui s'est passé pour la France au Sahel, même s'il y a des différences. Mais voilà, il y a une vraie question là-dessus. Qui nécessite aussi une réévaluation qu'on espère en cours à Paris. Aux États-Unis, c'est une vraie question. Et puis après, il y a le contexte plus large aujourd'hui, qui n'est pas en 2023, qui n'est pas celui de 2016 ou de 2013 ou autre. Moi, il y a un truc, pour donner un exemple, une chose qui m'a frappée dans la stratégie pour l'Afrique subsaharienne de l'administration Biden, la France n'est pas citée du tout. Il y a l'Europe qui est évoquée. On pense que c'est pas un partenaire. Dans votre article récent, vous dites, sur Mediapart, vous dites il y a une fatigue de la France. Enfin, les Américains notent que dans cette zone-là, il y a une fatigue de la France. En réalité, donc, que c'est peut-être pas forcément le bon partenaire. Alors, ça faudrait revenir au début de cette coopération franco-américaine dans la zone. Mais effectivement, aux États-Unis, et c'est marrant parce qu'il y a beaucoup des remarques que j'ai utilisées pour cet article, en fait, ça vient de conversations qui datent de l'été dernier, donc au moment où la France replie Barkhane. Et les États-Unis, les États-Unis, comme tout pays, agissent pour leurs intérêts. Leur intérêt jusque-là dans la lutte antiterroriste, c'était de ne pas avoir de risque pour leurs soldats sur le terrain, parce qu'ils considèrent, l'Afrique n'est pas au sommet de leurs priorités, donc ils préfèrent que d'autres prennent les risques. Et donc cette configuration où c'était plutôt la France qui était en première ligne depuis l'intervention Serval, ça leur convenait. À partir du moment où les Français eux-mêmes sont rejetés et plient bagage, ils cherchent une autre configuration. Alors, ce qui est intéressant, c'est que, effectivement, moi, c'est ce qui m'a frappé dans ce dernier coup d'État, les jours qui ont suivi, on a vu tout de suite les 2 acteurs principaux, France-États-Unis. L'État au Niger, on parle. Je parle du Niger, oui, pardon. En juillet. Fin juillet, et on a vu tout de suite, donc la France et les États-Unis ont respectivement 1500, 1100 soldats sur place, c'est les 2 principales puissances extérieures présentes, et leurs réactions ont été vraiment opposées. Okay. Et c'était vraiment alors que jusque-là, justement, Washington, comme les États-Unis agissaient plutôt en soutien de la France, les États-Unis suivaient Paris, sans trop en plus le dire, alors qu'ils fournissaient quand même un certain nombre de capacités indispensables. Donc ça arrangeait bien la France aussi. Et là, on a vu que vraiment très rapidement, alors qu'à Paris, on semble aller avec la CEDEAO sur l'idée peut-être d'une intervention pour rétablir le président Bazoum, les États-Unis envoient la numéro 2 du département d'État
En prévenant la France, quand même, mais voilà, en concertation, en fait, là, je crois que c'était juste un coup de fil pour dire, on va l'envoyer. Ça n'a pas été une réussite pour Washington non plus, parce qu'elle n'a même pas pu rencontrer Bazoum, mais voilà, on a vu tout de suite un choix différent qui a été répété depuis, le choix de la diplomatie, alors qu'on se demande encore exactement ce que veut la France. On parlait de Serval et de Barkhane, on va écouter un des nombreux arguments déployés par Emmanuel Macron à la fin du mois d'août lors de la traditionnelle conférence annuelle des ambassadeurs au ministère des Affaires étrangères à Paris. Il dit, vous allez dire, il répond justement à cette critique que vous avez y compris formulée, Boubacar, de dire que finalement ces opérations n'ont pas été si efficaces que ça. La France est intervenue dès 2013 parce que des États nous ont demandé d'intervenir parce qu'ils étaient en train d'être simplement coupés en deux. Si la France n'était pas intervenue, si nos militaires n'étaient pas tombés au champ d'honneur en Afrique, si Serval puis Barkhane n'avaient pas été décidés, nous ne parlerions pas aujourd'hui ni de Mali, ni de Burkina Faso, ni de Niger. Ces États n'existeraient plus aujourd'hui dans leurs limites territoriales. Boubacar Sangaré, quelle réaction quand vous entendez... J'y crois pas un seul instant, parce que ce qu'il raconte, c'est qu'il connaît pas peut-être ce qui s'est passé. Le Mali avait déjà fait 2 guerres de rébellion contre les Touaregs. Personne n'était intervenu, mais le Mali avait réussi quand même à s'imposer et à lutter contre cette séparation de son territoire. Deuxième aspect de ce qui se passe, c'est que Serval, Barkhane, ils sont intervenus dans quel contexte? Ils sont intervenus dans un contexte après un coup d'État, une transition, et à la transition, qu'est-ce qui s'est passé? Le président Dioncounda Traoré qui a signé l'intervention, qu'est-ce qui s'est passé? Dioncounda a été agressé, un président agressé à la présidence par une population qui avait été montée. C'est ce qui avait donné l'intervention ou le coup d'État, le semblant de coup d'État de... comment il s'appelle Sanogo. Donc c'était une confusion totale, ce qui l'a amené évidemment à signer cette intervention. Éclairez-nous, Rémi, justement. Bon, déjà, il faut dire que la dernière phrase qu'on a entendue a été très mal perçue dans les pays concernés. C'est y compris par des gens qui sont relativement calmes, voire nuancés, ça a été perçu comme une insulte en fait. En gros, il explique que sans la France, ces pays n'existeraient plus. Ça n'a aucun sens. Ces pays en tant que qu'État tel qu'on les conçoit aujourd'hui, mais un pays existe par ailleurs, outre en fait sa construction politique. Bon, pour ce qui est du reste du discours, en fait, comme d'habitude, Macron, mais comme avant lui Hollande, en fait, ils réécrivent un peu l'histoire. Pourquoi? Effectivement, Serval a été demandé par le Mali, et le Mali seul. Pas par le Burkina Faso ni par le Niger. À un moment où effectivement la situation politique au Mali était très compliquée et la situation sécuritaire était très compliquée. Mais l'opération Barkhane, c'est tout autre chose en fait. Et il a raison, Emmanuel Macron, quand il dit que cette opération Serval, elle était nécessaire parce qu'en gros, elle était appelée à peu près par tout le monde. Et elle a été saluée à peu près par tout le monde. Après Barkhane, ça n'a rien à voir. Ça change de dimension dans un timing qui est complètement différent. Et surtout, tout le monde avait dit, y compris les diplomates, avait dit à François Hollande, attention, on ne pourra pas rester très longtemps au Mali. C'est une ancienne colonie, la présence militaire sera au bout d'un certain moment mal perçue, et François Hollande a commis l'erreur de vouloir continuer cette opération pour tout un tas de raisons qui seraient trop longues d'évoquer ici, mais il a commis cette erreur-là. Et aujourd'hui, les autorités françaises ne sont pas capables, elles sont capables en off de l'admettre, mais publiquement, elles ne sont pas capables d'admettre que ça a été une erreur. Pourtant, même beaucoup de militaires le disent aujourd'hui. Et voilà donc, dans le même discours, comment Emmanuel Macron finalement résume son point de vue sur la façon, sur la raison finalement pourquoi la France est critiquée et même rejetée dans ces pays du Sahel. On écoute. Je le dis avec beaucoup de force parce que si on l'oublie aujourd'hui et si on cède aux arguments inadmissibles de cette alliance baroque des prétendus panafricains avec les néo-impérialistes, on vit chez les fous.
Alors, on vit chez les fous, on a besoin de sous-texte. Là, si on comprend bien, les prétendus panafricains, ce seraient les nouveaux dirigeants de ces pays qui ont fait les putschs. Et puis, les néo-impérialistes, c'est de nous dire, en fait, c'est là l'influence de la Russie, l'influence de la Chine sur ces pays. C'est ça qui est au cœur, finalement, de cette contestation. Qui veut répondre là-dessus ? Oui, on peut imaginer que c'est ce qu'il veut dire, même si parfois il est un peu compliqué à décrypter, Emmanuel Macron, mais on peut imaginer que c'est ce qu'il veut dire. Et il ne faut pas nier, c'est une part de la réalité. Effectivement, il y a un rapprochement entre les juntes, entre des mouvements qui se présentent comme étant néo-panafricanistes, des mouvements de la société civile, et effectivement la Russie en l'occurrence. Mais ça n'explique pas à elle seule, et loin de là, le rejet dont on parlait au début de l'émission de la politique française. Il y a tout un tas de raisons. Et en fait, il y a une autre image qui vient. La Russie, en venant quelque part, notamment financer des mouvements et en faisant de la désinformation sur les réseaux sociaux, n'a fait que mettre de l'huile sur le feu. Mais le feu existait déjà, en fait. Maya Kandel, Emmanuel Macron, il continue de soutenir aujourd'hui l'ancien président du Niger, président qui a été élu en 2021, Mohamed Bazoum, déposé par une junte, actuellement dans sa résidence, et donc une situation très en suspension. Il est en otage, pour le coup. En otage, voilà. Emmanuel Macron, il dit, on défend un président élu. Est-ce que sur cette position-là, la France est isolée ? Oui, très clairement, là-dessus. C'est-à-dire, diplomatiquement, d'autres pays, les États-Unis, vont dire la même chose, mais avec ce choix vraiment de chercher des discussions diplomatiques pour essayer de surtout pas avoir une intervention militaire. Bon, de toute façon, l'intervention militaire, ça je laisserai Rémi parler là-dessus, mais je pense pas que la CEDEAO avait... Il y a fait référence, Emmanuel Macron, dans ce discours, il dit il faut être aux côtés de ce président et nous soutenons l'action diplomatique de la CEDEAO, donc la communauté des États d'Afrique de l'Ouest, et d'une action diplomatique et militaire de la CEDEAO quand elle le décidera. Donc il semble continuer à y croire, lui. Oui, on a l'impression qu'il continue à y croire, mais là-dessus, oui, en effet, il est complètement seul. Bon, les Européens ont quand même affirmé leur solidarité avec l'ambassadeur de France, là, je crois, aujourd'hui ou hier. Mais clairement, c'est une position tout à fait isolée. Rémi, elle est tenable, cette position. La France va finir par faire partir ses militaires. Ils sont actuellement il y a 1500 militaires français qui sont actuellement au Niger, d'ailleurs, dans une situation probablement compliquée, parce qu'ils ne savent pas eux-mêmes ce qu'ils vont devenir. Non, elle n'est pas tenable, ni pour les militaires, puisque la junte a demandé leur départ, ni pour l'ambassadeur, puisque la junte l'a déclaré persona non grata. Donc c'est une situation qui n'est pas tenable. Sur le long terme, c'est une évidence, sauf s'il y avait un retournement de situation, mais qui semble aujourd'hui absolument improbable. Et même si Bazoum était rétabli, ce qui semble, je le répète, improbable, il aurait beaucoup de mal à faire accepter à sa population le fait que l'armée française puisse rester dans ce pays. Donc ça, il faut quand même... et ça, je n'ose imaginer qu'à l'Élysée, on n'est pas conscient de ça. La situation a complètement changé avec ce coup d'État. Et je voudrais juste revenir sur la déclaration de Macron et sur cette idée, encore une fois, qu'on défend un président élu. Deux choses. La première, c'est que ça n'a pas toujours été le cas. Et encore récemment, il y a 2 ans, lorsque au Tchad, il y a eu un coup d'État institutionnel après la mort d'Idriss Déby et que son fils lui a succédé en dehors de tout cadre légal, la France l'a clairement soutenu dans un communiqué dans un premier temps, et ensuite Emmanuel Macron s'est rendu aux obsèques d'Idriss Déby et a déclaré tout son soutien à la France à ce régime. Donc c'est le 2 poids 2 mesures que dénoncent énormément de personnes. Et puis il y a une autre question. Il ne s'agit pas ici de dire les militaires ont eu raison de prendre le pouvoir, mais il faudra quand même un jour qu'au niveau des autorités françaises, on réévalue la question de c'est quoi un président qui est élu, comment il est élu, est-ce qu'il est bien élu. Et c'est là aussi ce qui se joue aujourd'hui au Sahel. S'il y a des gens qui soutiennent les militaires qui sont au pouvoir, c'est aussi parce qu'il y a un désenchantement vis-à-vis de ce qu'on présente comme le système démocratique. La plupart des présidents qui ont été déchus par des coups d'État militaires ces dernières années avaient des points communs. Ils étaient tous mal élus à l'issue d'élections plus ou moins truquées. Il y avait pour tous eu des scandales de corruption énormes qui les touchaient directement ou leur entourage. Et enfin, il y a un gros problème de captation des richesses qui ne sont pas
redistribué à la population. Et ça, en fait, les gens n'en veulent plus de ce système. Boubacar. Oui, avant d'arriver à cela, j'aimerais aussi justement intervenir sur ce que le président Macron disait par rapport au l'alliance baroque des prétendus panafricains avec les néo-impérialistes. La question, elle est toute simple et elle est la base de tout le problème. Pourquoi c'est à Emmanuel Macron, président de la France, qu'il revient de déterminer avec qui des présidents ou des putschistes africains devraient collaborer? Ils ne sont pas assez intelligents, ils ne sont pas assez réfléchis pour décider de avec qui collaborer. Ça revient à ce paternalisme qui ne disparaît jamais. La France est la meilleure placée pour dire aux gens avec qui collaborer. Essayons de laisser ces populations et leurs dirigeants. Pourquoi, au Burkina, par exemple, il y a eu 2 coups d'État? Pourquoi il y a eu un premier qui a été soutenu et un deuxième qui a été soutenu? Donc il y a quelque chose, la population suit quelque part ce qui se passe. Et ne comprend pas. Donc, même si elle comprend. Non, elle ne comprend pas justement pourquoi la France a des attitudes opposées. Exactement, la population a cette maturité, même si ce n'est pas dans son ensemble. Je mets un mot parce que ce n'est pas dans son ensemble. Quand tu vois des gens vivre la Russie de façon générale, c'est évidemment pas... Déjà, c'est une toute petite partie de la population, parce que toute personne réfléchie ne veut pas quitter un maître pour un autre. Mais il y a quand même quelque part de la collaboration qui semble marcher, parce que c'est ce que, moi je ne connais pas bien le domaine militaire, mais exactement c'est ce que les militaires disent. Ils disent, ok, avec nos partenaires classiques, on veut acheter des armes pour mener notre combat, on n'arrive pas, avec la Russie on commande, dans l'immédiat on les a. Ok, je les écoute. Maya, un petit mot, on va venir après à l'affaire des visas. Non, juste un petit mot sur la situation militaire. Je crois qu'il faut regarder, et sur Wagner et les Russes, je pense qu'il faut regarder là ce qui va se passer au Mali, parce qu'on a quand même une situation qui est en train de se détériorer très vite et qui rappelle en fait 2012, avec des djihadistes qui s'approchent de la capitale. Et donc là, ça va être intéressant aussi de voir la capacité de Wagner, qui semble surtout être un genre de garde prétorienne, mais bon, est-ce qu'elle va protéger la capitale? Enfin voilà, c'est des développements qui sont en cours. Rémi connaît sûrement mieux que moi, mais où il me semble que ça peut aussi changer les choses, parce que ça va très vite là en ce moment. Est-ce qu'au Mali, parce que la situation malienne, c'est assez complexe au fait. Est-ce que c'est des terroristes qui avancent ou c'est des séparatistes qui avancent? C'est la question. Rémi, là-dessus. Oui, en fait, depuis quelque temps, finalement, on a une guerre qui se joue à nouveau, comme en 2012, entre, d'un côté, l'armée malienne, qui cette fois est soutenue par la force Wagner, et de l'autre côté, des groupes qui étaient indépendantistes en 2012, qui ensuite avaient signé des accords avec le Mali pour qu'on aille vers la paix et une négociation de la paix, mais qui sont en train aujourd'hui de reprendre les armes parce que finalement il n'y avait plus de dialogue dans le cadre des accords de paix d'Alger. Et la question se pose sur, vont-ils, comme en 2012, s'allier avec certains des groupes djihadistes qui sont actifs dans le Nord ou pas? Pour l'instant, c'est très flou ce qui se passe. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a des affrontements quasiment quotidiens aujourd'hui entre l'armée malienne et ces groupes-là. Alors, si on revient à un contexte, en tout cas, la raison pour laquelle aussi on fait cette émission aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il y a eu finalement ce contexte au Sahel a rencontré l'actualité française de façon très directe ces derniers jours, avec cette question des visas. On va rembobiner un peu. Ça commence le 11 septembre avec un mail envoyé par le secrétariat général du ministère de la Culture français aux structures culturelles françaises, avec un message très clair. Sur instruction du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, il a été décidé de suspendre jusqu'à nouvel ordre toute coopération avec le Mali, le Niger, le Burkina Faso. Tous les projets de coopération menés par vos établissements ou vos services avec des institutions ou des ressortissants de ces 3 pays doivent être suspendus sans délai, sans aucune exception. Premier message donc très clair. Immédiatement, on peut le dire quand même dans le monde, notamment de la culture, émotion, indignation, les réactions commencent à surgir. Du coup, la ministre de la Culture, Rima Abdul Malak, s'invite sur le plateau de RTL. Je suis extrêmement attachée aux liens culturels qui existent depuis très longtemps entre ces pays et la France, entre tous les pays d'Afrique et la France. Mais là, on a une situation sécuritaire très très spécifique, extrêmement dégradée, au Niger, au Burkina, au Mali. Des bâtiments français ont été pris pour cible. Au Niger, l'ambassadeur est même enfermé en fait dans l'ambassade. À Ouagadougou, l'Institut français a été incendié, par exemple. Et dans ces conditions et dans cette violence qui monte, il y a eu aussi des attaques djihadistes récemment. Donc, la France a décidé de réduire ses équipes dans les ambassades, les consulats, et de fermer les services de visa. Donc, matériellement, il n'est pas possible aujourd'hui de délivrer des visas pour des artistes
ou pour toute autre personne qui ferait des demandes de visa de ces pays pour venir en France. Mais la ministre l'assure, il y aura toujours des échanges. Je vais reclarifier ça dans un message que j'ai demandé à mes services d'envoyer aujourd'hui parce qu'il y a eu trop de confusion et visiblement d'incompréhension suite à certains messages qui ont été passés. Il n'est pas question d'arrêter d'échanger avec des artistes ou d'arrêter d'échanger avec des lieux culturels, des musées, des festivals, des théâtres dans ces pays. La France a toujours été au rendez-vous pour accueillir les artistes en danger dans leur pays. On l'a fait avec les artistes afghans, iraniens, ukrainiens, russes, dissidents. Et on continuera à le faire. Puis c'est au tour d'Emmanuel Macron, encore lui, de prendre la parole. Lorsqu'on dit il n'y aura pas de visa, on annule tous les événements qui seraient faits en France avec des artistes venant du Burkina, du Mali ou du Niger, c'est faux. Ça ne se passera pas. Parce que la vocation de la France, c'est d'accueillir les artistes, les intellectuels, et de pouvoir justement les faire rayonner en toute liberté. Sauf que ce week-end, dans Le Monde, on apprend que les artistes ne sont pas les seuls concernés, puisque cette mesure touche aussi les étudiants, les chercheurs, et donc les intellectuels dont il parle, Emmanuel Macron. Rémi, tu as fait un article là-dessus pour Mediapart il y a quelques jours. De fait, dans cet article, on voit que les conséquences et les inquiétudes pour la coopération culturelle, mais au-delà, pour aussi les étudiants par exemple, sont réelles, elles sont déjà là, présentes. Ah oui, elles ont été directes, puisqu'un certain nombre d'étudiants qui devaient prendre l'avion depuis leur pays pour venir étudier en France ont reçu un message quelques jours et parfois même quelques heures avant de prendre l'avion pour leur dire que non, finalement, ça serait pas possible. Et puis ceux qui étaient en attente d'un visa, ne l'auront pas. Il faut savoir qu'il y a quand même, d'après Campus France, qui est un peu l'organisme qui s'occupe de gérer les étudiants étrangers qui veulent venir étudier en France, il y aurait 6700 étudiants de ces trois pays en France, et d'après un manifeste de chercheurs qui va être bientôt publié en ligne, 1700 seraient aujourd'hui impactés par ces mesures, c'est-à-dire ne pourraient pas venir étudier en France. C'est quand même quelque chose de très dommageable individuellement pour ces personnes. Et juste, je voudrais quand même revenir sur cette séquence, parce que les autorités, la ministre et le président, en gros, ont voulu faire croire que cette directive-là, en gros, la directive avait été mal comprise. Ils font souvent ça quand il y a une polémique. Ils disent « Ah, mais ça a été mal compris ». Mais les messages envoyés, non pas dans le monde de la culture, mais dans le monde de l'enseignement supérieur, porte exactement sur la même chose. C'est-à-dire qu'il n'est pas seulement question de la suspension des visas, qui est un problème, mais il est clairement question de la suspension de toute coopération avec des institutions de ces pays. Et les messages envoyés dans le monde de l'enseignement supérieur vont parfois même plus loin, parce qu'il est quasiment demandé aux enseignants de dire quels enseignants dans leur entourage travaillent avec ces pays. Il y a une demande quasiment de track de qui travaille avec ces pays. Alors, ils pourront dire une deuxième fois, ça a été mal compris, mais quand même, à un moment donné, on peut se poser la question. Il semble évident qu'aujourd'hui, on a voulu pénaliser les ressortissants de ces pays. Boubacar, vous, comment vous avez réagi quand vous avez vu ça arriver? Est-ce que vous êtes même dit, vous, moi je suis burkinabé, je vis une grande partie du temps à Paris, mais aussi au Burkina, moi aussi, un jour, si je fais une demande de visa ou de renouvellement, ou mes amis peuvent être concernés? Ouais. Après, moi, je sais pas comment, mais moi j'ai vu la chose arriver très vite, parce que moi la première information c'était il y a peut-être 2 semaines ou un peu moins. C'était d'abord dans l'enseignement. J'ai rencontré une réalisatrice dans la rue un soir qui m'a dit j'ai vu ma nièce aujourd'hui, elle était dans tous ces états parce qu'ils ont reçu donc dans l'enseignement. Et je lui disais dans ce cas ça arrive aussi dans la culture. Et oui, c'est arrivé. Il faut voir les choses dans ces différents aspects. Moi, je suis dans le milieu du cinéma. Si je parle du milieu du cinéma, c'est un peu plus différent peut-être du théâtre, de la musique et autres. Mais il faut qu'on voit aussi les choses dans un aspect un peu plus décomplexé, si on veut. Ces artistes qui bougent, c'est pas uniquement dans un sens, c'est pas uniquement des artistes persécutés chez eux qui sont reçus par la France, c'est un échange. Donc, quand ils viennent en France, ils donnent et ils reçoivent. Donc, la France, elle fait pas d'œuvre de charité. C'est de la coopération. Et donc,
chacun reçoit quelque chose. Ouais. Donc, il ne faut pas voir ça comme une punition, mais il faut voir ça comme une punition à la fois des politiques françaises, de la population française, mais aussi de la population de ces États, parce que ces populations françaises aussi ne reçoivent plus ce qui venait de ces pays. Bien sûr. Maya, quand Rémi dit clairement c'est des représailles. Bah oui, moi je trouve ça absolument désolant, désastreux. Ça jure avec tout ce que la France est censée représenter, défendre, je sais pas. Et puis, mais clairement, je trouve que ça ressort en fait même du montage qui était là. Il y a une grande confusion, la ministre est confuse, les services sont confus. Mais clairement, c'est quelque chose qui vient d'en haut. Et d'ailleurs, après, il y avait l'extrait, on voyait le président Macron. Oui, je pense que tout ça vient d'en haut et révèle une fierté blessée, vexée peut-être, une mesure de rétorsion bassement absurde. Enfin... On a demandé son avis à une grande chanteuse malienne, elle s'appelle Rokia Traoré, c'est une star en Afrique, elle est très connue aussi en Europe, particulièrement en France, et depuis le Mali, elle a réagi ce matin, c'est un entretien que j'ai fait ce matin, pour Mediapart, donc il y a quelques heures, on l'écoute. Et j'étais extrêmement choquée, parce que c'est... j'ai pas compris en fait quelle est l'utilité d'un tel acte sur quelque plan que ce soit. Cette sorte de manipulation ou tentative de manipulation des artistes, du secteur culturel, des publics amateurs de culture, d'art et de culture africaine en France. C'est ça qui est choquant et très très inhabituel et extrêmement inapproprié de la part d'un État. Mais ça fait longtemps que je me dis à chaque discours de Macron, mais qu'est-ce qu'il est en train de faire? C'est pour ça que je parle de choquer, parce que c'est vraiment le terme, on ne sait plus quoi penser. Et on croit avoir tout entendu, on croit avoir vu les limites des dégâts diplomatiques, et puis ça va encore plus loin à chaque fois. Rokia Traoré qui considère justement que la culture devrait être un des domaines les plus protégés dans la relation entre la France et le Sahel. Entre un pays comme le Mali et ces 3 pays du Sahel et la France, nous avons des liens, même si ces liens sont basés sur des fonctionnements qui ne correspondent plus, dont on ne veut plus ici. Il y a quand même des liens, il y a une réalité. Et au niveau social et culturel, existe ce qu'il y a de plus beau entre la France et ces pays. Ça n'est certainement ni sur le plan de l'économie, ni sur le plan de la géopolitique, nous le voyons bien. Et pourquoi aller abîmer justement là où reste les brins d'espoir que nous avons de pouvoir reprendre à un moment donné une relation plus claire, avec plus d'attention et sentiments partagés d'égalité. C'est ce dont nous avons besoin et c'est tout ce que nous demandons. Rokia Traoré qui s'étonne aussi que ces décisions ciblent particulièrement le Sahel. Pourquoi le Mali, le Burkina Faso et le Niger et pas le Gabon et pas la Guinée-Conakry? Ça, ce sont quand même des questions que nous nous posons aussi en coup d'État. Si la raison est la volonté de ne pas encourager, pas reconnaître les coups d'État, je n'ai quand même pas encore vu de position catégorique de la France à l'égard du Gabon, qui est le dernier coup d'État en date, ni à l'égard de la Guinée-Conakry. Rémi, ça fait allusion au fameux 2 poids 2 mesures que tu évoquais tout à l'heure, la dernière phrase de Rokia Traoré. Oui, tout à fait. Et en plus, un 2 poids 2 mesures. Enfin, c'est une situation qui est loin d'être insurmontable si on y réfléchit, parce que le principal argument avancé par le gouvernement pour expliquer la suspension des visas, c'est pour dire les consulats dans ces 3 pays ont fermé pour des raisons de sécurité. On ne peut plus assurer. Ce qui peut s'entendre, puisqu'il y a eu des manifestations devant les ambassades. Seulement, en fait, c'est assez simple de trouver une solution à ça. D'abord, il y a la dématérialisation.
Tu dis que ça s'appelle Internet dans ton article, la tout à fait. Au Burkina Faso et au Mali, ça fait plusieurs mois déjà que les services consulaires sont dématérialisés. Ils sont même, c'est plus le consulat français qui s'en occupe, c'est une société privée, comme ça se passe dans de plus en plus de pays. Donc en soi, et les gens ne faisaient plus la queue devant le consulat. Ils allaient chercher leur passeport avec le visa devant le siège de l'ambassade. Ça, c'est la première chose. Et puis la deuxième chose que mettent en avant un certain nombre de chercheurs, c'est que pour les Afghans, par exemple, ou les Afghanes qui voulaient obtenir un visa français, eh bien les services ont été déplacés dans une capitale d'un pays voisin. Pas forcément pour obtenir le statut de réfugié, non, on parle de pour visa. demander le visa. Ça aurait été tout à fait possible en Afrique de l'Ouest, dans tous les pays où la France dispose d'un consulat de toute manière. Boubacar, quand vous entendez Rokia Traoré, qui exprime depuis le Mali ce qu'elle pense de cette situation, il y a beaucoup de choses qui résonnent là avec ce que vous... Oui, je suis tout à fait d'accord avec elle, parce que c'est à ne rien comprendre, parce que c'est un peu même atteindre les fondements même de la politique culturelle française, qui est basée sur la diversité culturelle et des institutions internationales ou des accords internationaux tels que la Convention UNESCO, où la France a été un acteur majeur. Donc c'est à ne rien comprendre que des décisions comme ça partent à contresens. Et mais moi, la réaction, c'est justement ça. Moi, je pense que nous positionnons un peu dans un double sens aussi, parce que, évidemment, cette mesure, elle est très, très mal accueillie. Moi, je sais, par exemple, au Burkina, où des gens profitent de ça en disant, voilà, c'est très clair que ces gens... je dis non, mais... Ici en France, il y a eu énormément de voix qui se sont élevées contre cette politique, et c'est ce que je dis dans les deux sens au fait. La politique française au Burkina, elle est contestée, c'est de la même manière que cette politique française, elle est contestée ici. Donc il n'y a absolument aucun problème avec les populations, parce que moi je fais partie de la SRF, il y a eu un communiqué où on a co-signé pour condamner cette mesure. Donc évidemment, ça reste toujours uniquement dans un cadre diplomatique, et je pense qu'il y a moyen de trouver des solutions et ne pas s'en mêler les pinceaux, et de ne pas l'utiliser aussi d'un sens comme l'autre pour dire « Ah non, les Français, ils sont comme ça », ou du moins « Les Burkinabés, ils sont contre les Français ». Alors, j'ai posé une dernière question dans cet entretien à Rokia Traoré, c'est sur l'avenir finalement des pays du Sahel, avec ces juntes militaires qui sont venus au pouvoir, et vous allez voir ce qu'elle a répondu. La situation, elle est claire. Il y a... les gens n'ont plus envie de tous ces mensonges. Voilà. Les gens voudraient, à tous les niveaux, qu'on sache l'expliquer ou pas, des rapports différents. Après, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que les coups d'État sont la bonne voie? Est-ce qu'on va s'en sortir ainsi ou pas? La question aujourd'hui ne se pose même pas, parce que ça s'est tellement mal passé ces 20 dernières années qu'on est prêt à aller vers n'importe quoi pour bouger de là. Rémi, on est prêt à aller dans n'importe quoi pour bouger de là. C'est aussi un constat difficile à faire, c'est-à-dire de dire, en fait, c'est tellement de choses qui se sont dégradées que pourquoi pas quelque chose de nouveau politiquement, même si ce sont des gens militaires et même si on prend la démocratie. Oui, c'est quelque chose qui est partagé par un certain nombre de personnes dans ces pays, parce que finalement, ils ont acté l'échelle de ce modèle démocratique-là, tel qu'il était développé depuis 3 décennies à peu près dans cette région, pour les raisons que j'ai abordées notamment tout à l'heure. C'est pas des vraies démocraties. Bon, quelle est la vraie démocratie dans le monde? Ça, c'est une autre question. Mais voilà. Et puis surtout, il y a un problème de corruption qui est généralisé. Et moi, je voudrais juste, pour illustrer ça, donner un chiffre. Il y a un institut qui s'appelle l'Afrobaromètre, qui mène des sondages en Afrique, des sondages en général très sérieux, en tout cas sur des modèles scientifiques. Et en fait, il y a eu un sondage en début d'année au Niger. Et à ce sondage, 72% des Nigériens interrogés estimaient que le système de parti unique n'était pas un bon système. Mais 48% estimaient que l'armée était peut-être une solution aux problèmes qu'on rencontrait. Et 57% estimaient que finalement une politique efficace est plus importante qu'une politique qui est sur laquelle les citoyens ont leur mot. Ça veut dire en fait aujourd'hui la confusion qui existe sur le modèle politique à adopter, et ça explique en partie pourquoi des gens, y compris des militants pour les droits de l'homme, y compris des militants pour la démocratie,
dans cette période-là si confuse, en viennent à soutenir parfois les hommes qui prennent le pouvoir par les armes. Boubacar, je voudrais finir avec vous. Est-ce que vous êtes optimiste, vous, ou résolument optimiste, ou un petit peu optimiste, ou sur l'avenir du Burkina, justement, avec cette junte militaire? Comment vous voyez les choses? Rokia nous disait, pourquoi pas tenter d'une certaine façon, même si c'est peut-être par défaut, mais comment vous voyez les choses, vous? Moi, je crois naïvement à la démocratie, et je pense qu'il n'y a pas d'autre moyen de gouvernance que ça. Je ne vois pas d'autre raison que quelqu'un qui, parce qu'il a des armes, s'impose. Si tout le monde devait faire ça dans tous les domaines, je vois pas où on pourrait être. Mais je comprends ce que Rocky a dit, et je comprends quel est le sentiment général des populations de nos pays en Afrique de l'Ouest, parce que il y a un désespoir total, et le principal problème actuellement, c'est la sécurité. Qu'est-ce qu'on se dit? Ok, si on a un problème de sécurité et ces militaires, ils arrivent en se disant, ok, on essaie de résoudre le problème de la sécurité. Moi, j'y crois pas beaucoup. J'y crois pas beaucoup, mais je me dis, ça changera quand même peut-être par rapport à ce qui se passait genre au Burkina. Quand je prends l'exemple précis du Burkina, en 2015, il y a eu une transition, il y a eu un coup d'État dans la transition. Après l'insurrection, il y a eu une transition, et avant la fin de la transition, il y a eu un coup d'État, et la population s'est opposée à ce coup d'État, et il n'a pas pu prospérer. Jusqu'à ce que la transition finisse et qu'il y ait des élections démocratiques, et que ce président élu ait fait un mandat, que le chaos se soit installé, et que dans son deuxième mandat, il y ait un coup d'État, et que finalement les gens disent « Ok, bon, ça va, on ne s'oppose plus. » Je comprends. Mais l'espoir, c'est peut-être que la situation sécuritaire s'améliore, et qu'on revienne très vite à des élections vraiment libres, avec espoir, et que un président démocratiquement élu puisse comprendre que la manière de gouverner, c'est valable même pour les présidents en Afrique. La manière de gouverner il y a 20 ans n'est plus le cas. Aujourd'hui, quand on ne met pas la préoccupation des populations au cœur de la gouvernance, ça ne peut pas aller loin. Eh bien, merci beaucoup à tous les trois. On lit, Rémi et Maya, vos articles sur Mediapart. Merci à vous de nous suivre. Cette émission, elle est en accès libre, mais Mediapart, vous le savez, ne vous informe que grâce aux abonnements. Donc abonnez-vous si vous le pouvez. Bonne soirée, à bientôt.